Chapitre 51. Dans la pénombre laiteuse qui passait par la fenêtre, Shinji fit tomber l'objet qu'il tenait en main. La couverture pliée plusieurs fois qu'il avait posée à cet endroit du sol amortit totalement le bruit de la chute, mais un petit déclic, suivi d'un léger vrombissement, comme celui d'un ventilateur électrique, se fit entendre. Il le ramassa immédiatement, en même temps qu'une petite plaquette de plastique qui s'en était détachée et qu'il repositionna entre les deux pièces de l'objet. Le vrombissement cessa. « Allez, dépêchons-nous » dit Yutaka qui l'observait, accroupi près de lui. Mais Shinji prit le temps de répéter une nouvelle fois son essai sans tenir compte de l'impatience de son compagnon. Déclic, vrombissement, les deux phases se succédèrent de la même façon. Il ramassa l'objet, inséra la pièce de plastique entre les deux pôles du contact. Le vrombissement cessa. Tout avait l'air de fonctionner comme prévu. Mais rien ne leur garantissait qu'il n'y aurait pas de problème. Tous ces préparatifs seraient irrémédiablement foutus si cette petite pièce ne fonctionnait pas au moment crucial. Un nouvel essai. « Dis donc, tu te grouilles » répéta Yutaka. Un léger mouvement d'irritation colora les joues de Shinji, mais il le réprima. « Ouais, j'arrive. » Ce petit mécanisme était le produit d'un de ses bricolages. Il le démonta en détachant le fil qui connectait un petit moteur électrique à une pile et décolla le ruban adhésif qui liait le tout. Shinji et Yutaka étaient revenus à la coopérative agricole de Takamatsu Nord, succursale de Kishima. Avec le bâtiment de l'école et celui de la coopérative de pêche, c'était très certainement l'un des plus grands de l'île. Le garage plongé dans le noir avait la taille d'un terrain de basket. Quelques machines agricoles, des tracteurs ou moissonneuses à riz s'y trouvaient entreposés. Il y avait également une camionnette sur cale, sans doute en panne. Dans un coin s'entassaient différents sacs d'engrais. Le nitrate d'ammonium, lui, était conservé à l'abri de l'humidité, dans un grand placard métallique fermé à clé, au fond d'une petite arrière-salle dont Shinji avait forcé la serrure. Les murs d'ardoise de la coopérative comptaient au moins 5 mètres de hauteur. Un autre local, semblable à un loft, où étaient entreposés sacs d'engrais et insecticides, ainsi que divers outils, était adossé au hangar principal par le côté nord. Pour accéder à cette surface, il fallait emprunter un escalier droit disposé le long du mur est, c'est-à-dire du côté opposé à celui où se trouvaient actuellement Shinji et Yutaka. En bas de l'escalier, une énorme porte coulissante marquait l'entrée principale de l'entrepôt à machines. Dans le coin sud-est, un entrepôt de bureaux avait été aménagé. La porte restait ouverte, laissait entrevoir différents meubles de rangement et une photocopieuse. Organiser le passage du fil fin à travers la zone G7, celle de l'école, leur avait demandé beaucoup de temps et d'efforts. Près du rocher où Shinji avait observé minutieusement la configuration des lieux, ils avaient tout d'abord attaché l'une des extrémités du fil au sommet d'un grand arbre. Puis ils avaient commencé à descendre dans les bois en dévidant le filin, mais il devait y avoir un petit peu de vent en hauteur et le ballon sac-poubelle avait été plus difficile à guider qu'escompté. Shinji avait dû grimper une bonne dizaine de fois dans les arbres pour libérer le fil coincé dans les branches. De plus, au milieu des ténèbres, ils devaient rester perpétuellement sur le qui-vive au cas où quelqu'un les attaquerait. En fait, Shinji restait en alerte pour deux et ce travail l'avait complètement éreinté. Au bout de 3 bonnes heures, quand le fil avait finalement été mis en place, tous deux avaient poussé un soupir de soulagement. C'est alors qu'ils avaient entendu une fusillade en provenance d'un endroit pas très éloigné. Il y avait même eu plusieurs bruits d'explosion, mais n'ayant pas vraiment le temps de se mêler des affaires des autres, ils avaient regagné la coopérative agricole à la hâte. Quand ils étaient arrivés à destination, les coups de feu avaient cessé. Ensuite, Shinji avait commencé à monter un mécanisme électrique de mise à feu, ce qui lui avait également demandé beaucoup de concentration, car le mécanisme de ce dispositif exigeait un ajustage délicat, alors même qu'il ne disposait d'aucun outillage et qu'il lui fallait travailler sans éclairage. Le principe du dispositif était d'établir un courant électrique par effet de choc au moment où leur bombe tomberait sur l'école. Mais celui-ci ne devait pas non plus être trop sensible. Il serait dramatique de voir la bombe exploser avant d'arriver sur l'école. Par exemple, si la mise à feu était déclenchée lors du passage de la poulie sur un nœud de la corde du téléphérique. Tant bien que mal, Shinji était parvenu à monter le mécanisme de mise à feu. Pour effectuer ces tests, à la place du détonateur proprement dit qu'il utiliserait le moment venu, il avait branché le moteur électrique de son rasoir personnel, démonté au préalable. Ils en étaient là lorsque l'annonce de minuit avait retenti dans les haut-parleurs.
Le seul nouveau décès de la soirée était celui de Hirono Shimizu, fille numéro 10, que Shinji avait croisé la première nuit, peu après le coup d'envoi. Sa mort était-elle le résultat de la fusillade qu'ils avaient entendue environ 1 heure avant? Il n'en savait rien. Mais Sakamoshi avait ajouté une information encore plus importante. La zone F7, où se trouvait le rocher d'où ils comptaient mener leur opération, deviendrait zone interdite à 1 heure du matin. Le fait que Yutaka demande un peu sèchement à Shinji de se dépêcher n'avait donc rien d'étonnant. S'ils tardaient à retourner à leur rocher d'observation, ils pouvaient abandonner tout espoir. Il fallait donc éviter à tout prix cette farce. Cela aurait été comme d'avoir mené adroitement une partie d'échecs, d'arriver au coup fatidique où ils allaient annoncer victorieusement échec et mat, mais de voir une mine surgir soudain de la case même où ils voulaient placer leur dernière pièce. Comme blague, on avait connu plus drôle. Shinji sortit le détonateur électrique de son étui usiné, pendu au canif. La surface des 2 pièces jeta un éclat sinistre sous la lumière de la lune. Il les assembla, puis dénuda la pellicule de vinyle protégeant les 2 câbles conducteurs qui terminaient l'ensemble, un de chaque côté. Avec un morceau de ruban adhésif, il fixa un petit morceau de plastique plié de façon à faire ressort. Cette pièce jouerait le rôle de commutateur du dispositif et fermerait le circuit en tombant au moment où la bombe heurterait le toit de l'école. Il connecta l'un des câbles à celui du dispositif électrique en les torsadant ensemble, puis fixa les fissures avec du ruban adhésif de façon à rendre le tout définitivement solidaire. En dernier lieu, de chaque côté de la pile électrique, il fixa le conduit du condensateur, prélevé sur un flash d'appareil photo, à une partie du boîtier et le connecta au câble. Le condensateur était destiné à produire une tension suffisante pour déclencher l'explosion du détonateur. Quant au second câble, il le laissa ouvert pour le moment afin d'éviter toute explosion accidentelle. Il finirait la connexion au dernier moment, une fois arrivé sur le rocher. Pour l'instant, il se contenta de le dénuder et de le fixer provisoirement avec un morceau de ruban adhésif sur le côté de la pile. « Et voilà », fit-il en mettant l'ensemble de ce dispositif de mise à feu dans sa poche. « Bien, maintenant, dépêchons-nous de préparer tout ça. » Yutaka hocha la tête. Shinji fourra dans son sac à dos une pince universelle ainsi qu'une bobine de câble conducteur en cas d'urgence, puis mit sur son épaule des morceaux de corde de différentes longueurs. À ses pieds se trouvait le jerrycan rempli d'un mélange d'essence et de nitrate d'ammonium. Pour l'apport en oxygène, Shinji y avait aussi introduit du plastique à bulles plié en accordéon. Pour l'instant, le jerrycan était fermé avec un bouchon à vis, mais une ficelle en nylon nouée à un capuchon en plastique pendait à la poignée. Au moment adéquat, il y fixerait le détonateur. Shinji jeta un coup d'œil à sa montre. Il était 00h09. Tout allait bien. Le temps ne risquait pas de leur manquer. Avec un frisson d'excitation, il songea à tout ce qu'il lui avait fallu user d'imagination et d'astuce pour mener à bien ce grand projet. Malgré toutes les difficultés rencontrées, tout était prêt maintenant, ou presque. Il ne restait plus qu'à relier toutes les cordes pour n'en faire qu'une seule, attacher un bout à l'arbre de la zone H7 qu'il avait repéré du haut du rocher et l'autre bout au cordon actuellement arrêté par une grosse pierre. Il fallait bien faire attention que la corde qu'il laisserait là ne risque pas de s'en mêler. Puis il se rendrait en zone F7 en contournant l'école. Arrivé au grand arbre sous le rocher, il n'aurait qu'à tirer comme des malades le cordon afin de ramener la corde attachée à l'autre bout. Une fois le bout de la corde en main, ils ajusteraient la poulie avec le jerrycan et son détonateur sur le filin du téléphérique. Il faudra à ce moment-là garder la corde bien tendue pour viser exactement l'école. Puis, quand le jerrycan sera exactement à la verticale, tout lâcher et boum, yeah, have fun, we're gonna make it! Pour peu que l'explosion parvienne à détruire le système d'alimentation électrique ou tout simplement une partie des câbles reliant les ordinateurs de l'école, l'équipe de Sakamoshi se demanderait si les ordinateurs eux-mêmes n'avaient pas été atteints, ce qui les pousserait à tout réinstaller à partir de leur sauvegarde. Évidemment, l'idéal serait de faire sauter les ordinateurs eux-mêmes, ce qui n'était pas impossible. Le jerrycan contenait suffisamment d'explosifs pour faire sauter la moitié de l'école. Une fois l'explosion menée à bien, leur plan consistait à redescendre du rocher en emportant les chambres à air qu'ils avaient déjà apportées et à s'évader par la mer côté ouest. Ils enverraient ainsi de faux signaux de détresse par Tokiwoki. S'ils pouvaient accoster l'île la plus proche, Toyoshima, située en principe à moins d'une demi-heure d'après les calculs de Shinji, il ne leur resterait plus qu'à chercher un bateau. Grâce à son oncle, Shinji savait se débrouiller à la barre d'un bateau de plaisance. Il pourrait alors s'évader vers le département d'Okayama. Ensuite, pour peu qu'ils réussissent à s'échouer sur une plage déserte, ils n'auraient que l'embarras du choix.
prendre un train de marchandises vers la campagne ou détourner une voiture de passage, ce qui ne semblait pas insurmontable avec leur Beretta M92F. Shinji jeta un coup d'œil à sa ceinture. Les talkie-walkie bidouillés leur permettraient de lancer des faux SOS, mais il avait aussi mis dans son sac à dos, par acquis de conscience, quelques bouteilles de coca bien bouchées et remplies de son mélange spécial d'essence et de nitrate d'ammonium, juste au cas où les forces de l'ordre parviendraient malgré tout à les retrouver en mer. Toutefois, sans détonateur, ces bouteilles n'étaient que des cocktails Molotov un peu améliorés. Si le bateau gouvernemental s'approchait, le plus sûr serait sans doute de prendre les devants et de l'attaquer avant même qu'il les localise. Par exemple en plongeant puis en les prenant d'assaut. Ils auraient peut-être à cette occasion la possibilité d'obtenir des armes, voire de détourner le bateau lui-même. Mais pour y parvenir, il s'agissait de savoir tirer. Un détail lui revint soudain à l'esprit. Il portait son Beretta à la ceinture et comptait dessus pour leur défense à tous les deux au cours de leur déplacement sur l'île. Mais à la réflexion, il ne s'en était pas encore servi. D'ailleurs, il n'était même pas sûr de savoir tirer. Son oncle ne possédait pas d'arme à feu et ne lui en avait jamais appris le maniement. Mais non, te bile pas pour ça, tu y arriveras bien. Shinji, le troisième homme, c'est comme quand tu as touché un ballon de basket pour la première fois de ta vie, pour un lancer franc. Le ballon était bien placé, exactement en travers du panier, n'est-ce pas? Shinji? C'était Yutaka qui l'appelait. Ça y est, tout est prêt? Non, pas tout à fait, répondit Yutaka. Sa voix tremblait, comme s'il était au bord de la détresse. Sortant alors son agenda, Yutaka commença à écrire à la hâte. « J'arrive plus à trouver la poulie. » Quand Shinji décolla la tête de l'agenda pour le regarder dans les yeux, Yutaka recula tellement que ce regard, qui ne faisait que deviner dans le noir, lui parut dur et froid. Yutaka avait été chargé de porter la moitié des cordes et la poulie. C'était d'ailleurs lui qui l'avait portée jusque-là, depuis qu'il l'avait récupérée du puits d'une maison. Il devait forcément l'avoir posée quelque part. Shinji posa à terre son sac de cordes et son sac à dos. Il se mit à genoux par terre et commença à la chercher autour d'eux. Yutaka fit de même. Ils tâtonnèrent tous les deux dans le noir pour chercher cette poulie au fond du tracteur et sous les tables de travail, mais sans succès. Shinji se leva et regarda à nouveau sa montre. Les aiguilles étaient moins proches de minuit et quart que de minuit 10. Il se résolut alors à sortir de son sac à dos la torche électrique fournie par le gouvernement et à l'allumer, prenant toutefois la précaution d'en étouffer l'éclat avec la main. Malgré cela, une lumière jaunâtre envahit le hangar de la coopérative agricole qui prit des allures de cave. Il remarqua ainsi la mine déconfite de Yutaka et derrière lui, la poulie, par terre contre un mur, à moins de 1 mètre de l'endroit où son copain avait posé le sac à dos. Shinji envoya un coup d'œil à Yutaka avant d'éteindre sa torche électrique. Yutaka ramassa la poulie. « Je suis trop désolé, Shinji, dit-il d'une voix sincère. « Dis donc pas de bêtises, hein, répondit Shinji avec un sourire d'encouragement. Il rajusta ensuite son sac à dos et le monceau de cordes sur ses épaules, puis empoigna le jerrycan. Même s'il pouvait compter sur ses capacités physiques, la charge s'avéra fort lourde. Il avait donc prévu de laisser les cordes à mi-chemin et de revenir les chercher après avoir déposé le bidon près du rocher. À lui seul, le jerrycan plein pesait bien dans les 20 kilos, et il s'agissait de pas traîner. Yutaka mit lui aussi son chargement de cordes dans son dos, ce qui lui donna l'apparence d'une tortue à 2 pattes avec une carapace bien bombée, tout comme Shinji d'ailleurs. Ils se dirigèrent tous deux vers la porte principale du côté est de la coopérative. La lourde porte à glissière était déjà entrebâillée de 10 cm environ et le faisceau bleuâtre d'un rayon de lune se glissait par l'ouverture. « Je suis vraiment désolé, répéta Yutaka. « Pas de problème, mais soyons impeccables à partir de maintenant. » Shinji passa le jerrycan dans sa main gauche et de la droite tira la lourde porte coulissante en fer. La bande de lumière bleue de la nuit s'élargit. Devant le bâtiment s'étendait un parking, spacieux mais non bitumé. La coopérative se dressait en bordure d'une petite route sur le côté droit. Une fourgonnette était garée sur le parking. La route principale de l'île, qui la traversait d'est en ouest, se situait un peu plus en contrebas de cette voie, à quelques dizaines de mètres vers le sud. Le côté est du parking, en face de la grande porte coulissante métallique, donnait sur une zone herbeuse dans laquelle on devinait quelques maisons d'habitation disséminées çà et là. De l'autre côté de cette zone se trouvait le village. Même la nuit, la masse de maisons regroupées était parfaitement reconnaissable. À main gauche, tout au fond du terrain de la coopérative, s'élevait une petite resserre. Au-delà, on reconnaissait l'école, pour ainsi dire levée dans les bras de la colline, située sur une petite éminence. Devant l'école, au sud, il y avait une maison à 1 étage et un bosquet.
un arbre qui dominait tous les autres, celui que Shinji avait choisi pour amarrer la corde. Pour l'instant, le cordon fin qu'ils avaient eu tant de mal à guider depuis l'escarpement était maintenu par une grosse pierre à côté de cet arbre. On le voyait vaguement tendu, survoler le bâtiment de l'école et se perdre dans la nuit en direction d'un grand rocher situé à mi-hauteur de la montagne. La distance entre ces points dépassait les 300 mètres. Il fallait vraiment pas être normal pour monter un tel plan, se dit Shinji. Le cordon serait-il assez résistant pour tirer la corde sans casser en route? C'était un pari insensé. Il poussa un soupir et, considérant que ce qu'il allait dire ne portait pas à conséquence même s'ils étaient sur écoute, appela Yutaka. « Yutaka? Oui? Je rigole pas, nous risquons vraiment d'y rester. Tu es prêt ?» Yutaka n'hésita pas une seule seconde. « Je suis prêt. » « D'accord. » Shinji ressaisit la poignée du jerrycan en esquivant un sourire. Mais il se figea, en remarquant au coin de son champ de vision un mouvement trahissant la présence d'une personne. Dans la zone en friche, en contrebas du parking, côté est, dépassait une tête. « Yutaka, planque-toi » cria Shinji en tirant son ami par une manche et en reculant jusqu'à la porte qu'il venait de franchir. Yutaka faillit se trouver déséquilibré par ce mouvement brusque, amplifié par le poids des cordes qu'il portait sur ses épaules. Parvenant finalement à ne pas se casser la figure, il suivit Shinji derrière la lourde plaque de fer de la porte. Shinji, qui restait sous la protection de la porte coulissante, avait déjà dégainé son Beretta et le pointait en direction de la silhouette. De la silhouette leur parvint un appel à ne pas ouvrir le feu. « Non, ne tire pas, Mimura, c'est moi, Ijima !» Shinji reconnut la voix de l'intrus. C'était bien Keita Ijima, garçon numéro 2. Sans être des amis intimes, Shinji entretenait des relations plutôt cordiales avec lui, essentiellement parce qu'ils étaient dans la même classe depuis la 5e. Pourtant, la joie d'accueillir un nouveau camarade ne fut pas la première réaction qui lui traversa l'esprit. Au contraire, il regrettait plutôt de se trouver importuné au moment crucial du projet dans lequel il mettait sa vie en jeu. Pourquoi fallait-il que Keita rapplique juste maintenant? Yutaka, lui, fut heureux de la surprise. « Shinji, c'est Ijima! Keita Ijima !» Keita grimpa sur le terre-plein du parking et se mit debout en hésitant, son sac à dos à la main gauche et une sorte de couteau de cuisine à la main droite. « J'ai vu une lumière, commença-t-il. » Shinji serra les dents. À coup sûr, ça ne pouvait être que sa propre lampe de poche, celle qu'il avait allumée pour chercher la poulie. Il regretta l'imprudence de son geste. « Alors je me suis rapproché et je vous ai reconnu. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous portez? Des cordes? Je peux me joindre à vous? Laissez-moi approcher, s'il vous plaît !» Yutaka lança un regard inquiet vers Shinji, considérant que ce que venait de dire Keita méritait d'être écouté. Mais c'est l'incompréhension que ses yeux exprimèrent, en s'ouvrant comme des soucoupes, lorsqu'il remarqua que Shinji gardait toujours son arme pointée vers Keita. « Mais Shinji, qu'est-ce que tu fabriques ?» Allongeant son bras droit pour barrer le chemin à Yutaka, il répondit « Yutaka, ne bouge pas !» Debout, en plein terrain découvert, Keita commençait à s'impatienter. « Hé !» fit-il d'une voix tremblotante. « C'est quoi ce cirque que tu me fais là, Mimura ?» Shinji prit une longue inspiration et cria à l'adresse de Keita. « Ne bouge pas !» Mais à côté de lui, Yutaka s'était crispé à ces mots. Malgré la faible lumière de la lune, il était difficile de ne pas voir la mine pitoyable de Keita Ijima. Il avança d'un pas. « Mais qu'est-ce que tu fous? Tu te souviens pas de moi, Mimura? Prends-moi aussi dans ton groupe, merde !» Shinji leva le chien du Beretta. Keita s'arrêta. La distance les séparant devait être de 7 ou 8 mètres. « Ne t'approche pas, » dit lentement Shinji. « Tu n'es pas le bienvenu. » « Mais pourquoi, Shinji ?» intervint Yutaka d'une voix pathétique. « Ijima est fiable, non ?» Shinji se contenta de secouer la tête sans répondre. « Ah ouais? Et qu'est-ce que tu en sais ?» Ce n'était pas quelque chose de bien grave, une broutille tout au plus. Ça s'était passé en mars, pendant leur année de 4e. Comme il n'y avait pas de cinéma à Shiroiwa, Shinji était allé voir un film à Takamatsu avec Keita Ijima. À l'origine, Yutaka devait également venir avec eux, mais une fièvre l'avait cloué au lit ce jour-là. Après le film, Shinji et Keita étaient passés visiter des librairies et des magasins de disques. Shinji avait en particulier déniché un manuel d'ordinateur en anglais dans une librairie d'occasion, ce qui constituait une trouvaille intéressante. En effet, les livres techniques ne faisaient pas exception, ils étaient soumis à la draconienne censure du gouvernement, qui écartait tout ce qui venait de l'étranger. Il avait commencé à se diriger vers la gare pour rentrer à Shiroiwa, quand Keita était retourné dans la librairie pour acheter un manga qu'il avait oublié. Dans une petite ruelle derrière la longue rue principale du centre-ville, sous les arcades de la galerie marchande, 3 lycéens à l'air manifestement peu sympathiques s'étaient approchés de front pour accoster Shinji. «
Eh, t'as du fric ?» avait demandé l'un des 3 lycéens, plus grand d'au moins 15 cm que Shinji. Lui ne mesurait que 1,72 m, ce qui en faisait l'un des plus petits membres du club de basket. Shinji avait haussé les épaules. « Je crois bien que j'ai 2170 yens. » Celui qui avait posé la question échangea une mimique déçue avec ses potes. Puis il approcha son visage de l'oreille de Shinji. Celui-ci eut une réaction de dégoût. Les gencives du lycéen étaient tellement enflammées et rétractées que ses dents apparaissaient espacées les unes des autres, telles les dents d'un peigne. Sans doute le résultat d'une pratique un peu trop insidue de la sniff au dissolvant ou autre dopant bizarre à la mode à cette époque. De ce cloaque délabré s'élevait une haleine fétide. « Eh, faut se brosser les dents, le vieux », pensa Shinji. « À boule maintenant », dit le vieux en question. « Rouille-toi » Mais Shinji ne se démonta pas et prit au contraire un air exagérément surpris. « Ah bon, vous êtes des SDF ? Ah, bah je comprends mieux alors. Écoutez, pour vous, j'ai 20 yens. Je vous les file, mais d'abord, il faut que vous me demandiez poliment, front contre terre. » L'air un peu étonné, le grand, avec un peigne à la place des dents, jeta un coup d'œil à ses 2 compagnons qui arboraient le même sourire méprisant que lui. « Dis donc, Minus, tu veux que je t'apprenne comment on parle aux aînés, c'est ça ?» dit-il. En même temps, il attrapa Shinji par les épaules et lui donna un coup de genou dans l'estomac. Shinji encaissa en contractant ses abdominaux. D'ailleurs, le coup n'était pas aussi violent que cela, davantage destiné à faire peur que mal. Les 3 fripouilles devaient être spécialisés dans le racket des plus jeunes qu'eux. Ils n'étaient pas du genre à aller chercher des crosses à des vrais durs du même âge. Shinji écarta le grand d'un simple mouvement du bras en disant « C'était quoi ça? Un baiser à la russe ?» Manifestement, ces 3-là ne devaient même pas savoir où se trouvait la Russie, mais l'attitude de Shinji suffisait pour les couper du schéma de soumission servile qui leur était familier. Le grand, avec les dents de peigne, tordit son visage long et flasque en une grimace menaçante. « Tu te fous de ma gueule, gamin ?» Et il lui balança un coup de poing au visage. Là encore, le coup n'était pas très bien exécuté, mais cela n'empêcha pas Shinji de sentir soudain un goût de sang dans sa bouche. Il vérifia les dégâts du bout des doigts. Un picotement lui confirma une déchirure de la gencive. « Ah bon, si tu insistes, évidemment. »« Allez, à boule, file ton portefeuille !» Shinji releva la tête avec un petit sourire. Quand son regard moqueur croisa celui du grand, l'autre serra les dents. Par contre, Shinji avait l'air tout joyeux. « C'est toi qui l'auras voulu, fit-il. » Et il envoya le livre occidental à couverture cartonnée sur la bouche ornée du peigne en émail. La sensation de peigne dont on casse les dents se transmit jusque dans sa main et le grand lycéen tomba à la renverse. Il lui suffit de 10 secondes de plus pour terrasser les 2 autres. Son oncle n'avait pas oublié de lui apprendre à se battre et ses 3 agresseurs étaient loin d'avoir sa force. Le problème n'était pas là. Laissant là les 3 lycéens à terre ou à genoux et les quelques passants qu'il regardait à la dérobée, il retourna chercher Keita à la librairie. Il le trouva occupé à flâner dans les rayonnages de manga. Pourtant, il avait déjà acheté le livre qu'il voulait. Il le portait d'ailleurs dans un sac en papier de la librairie. Quand Shinji l'appela, il expliqua « Oh, désolé, je me suis souvenu que je voulais d'autres bouquins, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ta bouche... » Shinji haussa les épaules. « Bon, on va rentrer. » Cependant, quand les 3 grands l'avaient cherché, il se souvient bien d'avoir entrevu le visage de Keita juste une seconde au coin de la rue. Il avait supposé que son copain irait prévenir la police, même si on ne pouvait guère compter sur celle-ci, plus efficace pour surveiller les citoyens normaux que pour arrêter les malfaiteurs. « Ah bon, tu avais encore d'autres livres à acheter, c'est ça ?»« Je ne savais pas, » avait-il ruminé dans le train du retour vers Shiroiwa. Keita n'avait peut-être pas voulu se retrouver mêlé à cette histoire. Peut-être avait-il eu peur de prendre un mauvais coup si ça tournait à la baston, ou d'être poursuivi par la vengeance des 3 loupards s'il allait prévenir la police. Les conjectures ne manquaient pas, et rien ne prouvait qu'il avait nécessairement mauvais esprit. En tout cas, Keita ne semblait pas désireux de présenter des excuses à Shinji pour l'avoir laissé dans la merde. Et celui-ci était prêt à l'accepter. Il faut savoir de temps en temps recourir à des petits mensonges pour préserver des relations cordiales avec les autres. Comme le disait son oncle, une personne n'est pas forcément responsable de sa propre lâcheté. Plus que la lâcheté de Keita, ce qui ennuyait Shinji était d'avoir abîmé son livre en frappant la gueule du lycéen. La reliure s'était déchirée, la dentition plus que douteuse de ce type s'était même gravée dans la couverture et envoyait encore quelques traces de salive. Voilà qui lui déplaisait fortement, car dorénavant, chaque fois qu'il consulterait ce bouquin, il reverrait la sale tronche de ce type. D'ailleurs, de façon générale, il traitait tous ses livres avec une méticulosité maniaque, au point de retirer la jaquette le temps de les lire, même si lui-même trouvait ce geste presque exagéré. Mais Shinji avait repensé à ce que son oncle lui avait souvent dit. Quand quelque chose de négatif arrive à un individu, son premier réflexe est de rechercher une cause à cet événement, de lui imputer une responsabilité de son malheur et d'en tirer vengeance. Mais ce n'est qu'un moyen de se rassurer.
Ainsi, faire payer sa lâcheté à Keita n'aurait pas fait disparaître ce mauvais goût dans la bouche de Shinji. Il avait donc tout simplement décidé de considérer Keita Iijima juste comme un ami, au sens où celui-ci l'entendait. Dans sa tête, il s'était fait la scène qui réglait définitivement le problème. Ne vous inquiétez pas, monsieur Iijima, nous ne voulons pas la mort du petit cheval, vous ne vous apercevrez de rien, nous n'allons pas nous disputer comme des enfants et nous fâcher pour la vie, n'est-ce pas? Simplement, maintenant, je sais ce que vous êtes et ce que vous valez, et c'est très bien comme ça. Pas vrai, monsieur Iijima? Ce n'était vraiment qu'une broutille, Shinji n'avait même pas jugé nécessaire de rapporter l'incident à Yutaka. Certes, mais cette fois, les conditions du programme exigeaient une autre approche de la situation. Prendre à la légère des détails infimes en apparence pouvait lui revenir dans la gueule sous la forme d'un décès prématuré. Il ne s'agit pas de se venger bassement d'une faute sans importance, mon oncle. Maintenant, je suis dans la réalité qui demande des décisions franches et nettes, comme tu me l'as souvent dit. Je n'ai pas le droit de me tromper. Et là, il faut que je largue celui-là. Mais oui, on est copains, pas vrai? Demanda Keita qui avait entendu la réflexion de Yutaka. Et pour confirmer qu'il n'était pas un ennemi, il leva les mains en l'air. Mais il tenait toujours son couteau de cuisine à la main. Un éclat de la lune se refléta sur la lame. « On est des vieux amis, tu sais bien !» répéta Keita. Mais Shinji ne baissait toujours pas son arme. Keita jeta enfin son couteau. « Tu vois, j'ai rien contre toi, c'est pourtant clair, non ?» dit-il d'une voix larmoyante. Shinji secoua la tête. « Non, je ne marche pas, casse-toi, vite fait !» Cette fois, Keita se mit en colère. « Pourquoi tu me fais pas confiance ?»« C'est vrai ça !» intervint Yutaka. Shinji le coupa. « Yutaka, tais-toi !» Un moment passa. Keita était de plus en plus tendu. « J'ai compris. Tu veux parler de ça, Mimura, c'est ça? Tu veux parler de la fois où je me suis cassé en t'abandonnant, c'est ça? C'est à cause de cette histoire que tu veux pas me faire confiance, c'est ça, hein ?» Shinji gardait le silence, le beretta toujours braqué sur Keita. « Mimura !» reprit Keita d'une voix suppliante. Peut-être était-il réellement en pleurs. « Je t'en supplie, Mimura, pardonne-moi, Mimura, s'il te plaît !» Shinji serra les lèvres. Keita était-il sincère cette fois? Ou essayait-il de l'embrouiller? Il eut un instant d'hésitation, mais chassa vite ses doutes. Il n'était pas seul. Également responsable de la vie de Yutaka, il ne pouvait pas l'exposer par faiblesse personnelle. Comme il l'avait entendu dire du secrétariat à la défense d'un pays étranger, prenez des mesures adaptées aux capacités réelles de l'adversaire, pas à ses intentions. D'ailleurs, l'heure fatidique approchait. Il n'allait pas tarder à être 1h du matin. « Et Shinji, à quoi tu penses ?» Shinji leva le bras droit pour faire taire Yutaka. Keita fit un pas en avant. « Je t'en prie, j'ai peur de rester seul. Accepte-moi dans ton groupe. Ne t'approche pas !» cria Shinji. Mais secouant la tête, le visage baigné de larmes, Keita Iijima continua à avancer et s'approcha de plus en plus de Yutaka et Shinji. Pointant alors le pistolet vers le sol devant Keita, Shinji appuya une première fois sur la détente du beretta. Une fraction de seconde après la détonation sèche, une cartouche vide expulsée de l'arme décrivit une courbe bleuâtre, accrochant au passage un rayon de lune. Un nuage de poussière s'éleva au pied de Keita, mais celui-ci considéra le phénomène avec autant d'indifférence que s'il s'agissait d'une expérience de physique-chimie au collège. Il continua d'avancer. « Ne bouge plus, je t'ai dit, bon sang !»« Allez, Shinji, fais-moi entrer dans ton groupe !» reprit Keita, en posant successivement un pied devant l'autre, le droit, le gauche, le droit, comme un automate dont la seule fonction aurait été d'avancer en toutes circonstances. Shinji serra encore les dents. Si Keita cachait une arme, il dégainerait de la main droite. Shinji se demanda s'il serait tiré. Pas pour l'intimider cette fois. Pourrait-il réellement tirer sur Keita? Tirer juste? Oui, il saurait le faire, pas de problème. Mais il fallait se dépêcher avant que l'autre soit trop près. Shinji pressa une seconde fois la détente du beretta. Plus exactement, il eut l'impression que le doigt qu'il tenait posé sur la détente glissait de son propre gré. Il ne se passa qu'une fraction de seconde entre ce geste mal contrôlé à cause de la sueur et du trac et un nouveau fracas. C'était déjà fini. Le corps de Keita Iijima s'inclina comme s'il avait reçu un coup de poing dans le buste, légèrement à droite. Il écarta les bras dans la position d'un lanceur de poids juste avant de tournoyer sur lui-même pour jeter sa fronde. Puis, les genoux pliés, s'effondra sur le dos. Malgré l'obscurité, Shinji vit très distinctement un jet de sang gicler de son flanc droit avec un léger retard. Mais cela ne dura qu'un instant. «
Shinji, mais qu'est-ce que t'as fait? Cria Yutaka en courant auprès de Keita. Accroupi à son côté, il posa un instant sa main sur sa poitrine, puis, après une légère hésitation, remonta vers le cou. Keita avait gardé la bouche ouverte. Son visage se relâcha soudain totalement. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Shinji était resté quelques secondes immobile, le pistolet automatique à la main, comme si toutes ses capacités de réflexion avaient soudain cessé d'opérer. Mais ce n'était pas le cas, car pendant cet intervalle de temps, il entendit clairement dans son crâne une voix qui commentait, une voix écho, des mots prononcés comme à l'intérieur d'une salle de bain. « Bien joué !» disaient ces mots. « Bien tiré !» Ne jamais manquer un tir important, voilà, c'est bien le troisième homme, le super défenseur du collège de Shiroiwa, Shinji Mimura. Il se redressa et fit quelques pas. Il se sentait peser sur le sol, tel un cyborg. Quand Shinji Mimura se réveilla un matin, il était devenu Terminator. Ouais, génial! Il s'approcha du corps de Keita Ejima. Yutaka lui lança un regard fulminant. « Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça, Shinji? Pourquoi tu l'as tué ?» Shinji avait l'impression d'être KO debout. J'ai cru qu'il portait une autre arme. J'ai visé sa main droite. Je n'avais pas l'intention de le tuer. À ces mots, Yutaka effectua une fouille rapide du corps de Keita. Il vérifia également le contenu de son sac à dos, comme pour montrer à Shinji. « Mais y a rien! C'est dégueulasse ce que t'as fait, Shinji! Merde, pourquoi tu l'as pas cru ?» Shinji se sentit soudain comme abattu et sans force. « J'ai fait ce que je devais faire, n'est-ce pas, mon oncle? J'ai eu raison, pas vrai? Dites-moi que j'ai eu raison. » Puis il baissa les yeux sur Yutaka qu'il fixait. « Bon, de toute façon, c'est pas le moment de se laisser abattre, le temps presse. » Il allait rappeler à Yutaka que l'heure n'était pas aux états d'âme quand il aperçut une lueur singulière dans son regard. La bouche de Yutaka affichait une sorte de tremblement nerveux. « Shinji, est-ce que par hasard, ça signifie que... » Shinji ne comprit pas ce qu'il voulait dire. « Quoi ?» Yutaka fit un bond en arrière, de façon à mettre une certaine distance entre eux deux. « Shinji, tu l'as fait exprès, c'est ça, hein ?» Shinji pinça les lèvres et changea le beretta de main. « Yutaka, tu crois que j'ai tué Ijima de sang-froid pour gagner du temps ?» Mais Yutaka secoua nerveusement la tête, tout en continuant à reculer. « Non, c'est pas ça. Ton vrai but... » La façon de s'exprimer de Yutaka s'avérait plutôt confuse, mais Shinji, dont le système nerveux central était remarquable, et d'ailleurs remarqué, pour tout ce qui relevait du traitement des données, commença à se faire une idée plus précise de ce que son ami voulait dire. Mais non, voyons, c'est impossible. Yutaka peut pas penser une connerie pareille. Et pourtant, elle ne voyait pas autre chose. À la lumière des événements récents, Yutaka se demandait maintenant si Shinji était aussi désintéressé qu'il le prétendait, en faisant profiter de son plan d'évasion. Et est-ce qu'au contraire, il n'avait pas l'intention de s'évader seul? Le véritable projet de Shinji n'était-il pas en fait de tenter sa chance à ce jeu? Ces deux questions, Yutaka essayait de les formuler dans cette bouillie de mots incohérents. Car seule une réponse affirmative à l'une de ces questions pouvait expliquer pourquoi Shinji avait froidement abattu Keita. Shinji en resta bouche bée. Puis il cria. « Imbécile! Pourquoi est-ce que je reste avec toi alors, hein ?» Yutaka continua de secouer la tête. « Parce que... » On faisait plus clair comme explication, mais cela suffit à Shinji pour comprendre les sentiments qui animaient son ami Yutaka. Le doute s'était insinué en lui. Il avait fini par se demander si son rôle auprès de Shinji ne se limitait pas à celui d'assistant ou d'esclave, dont celui-ci profitait pour augmenter ses chances de survivre à la partie, en lui faisant monter la garde pendant son sommeil, par exemple. Mais Yutaka, réfléchis un peu, merde! J'ai fait de mon mieux avec l'ordinateur pour abattre Sakamoshi, non? Et même si ça a foiré, j'ai quand même trouvé un autre moyen, et je m'y suis mis à fond pour mettre en place le projet téléphérique, non? Tu crois que tout ça n'a d'autre but que de m'évader seul? Ou que mon intention depuis le début est de devenir le seul champion du programme? Ah ouais, c'est ça, je suis tellement fourbe et rusé que j'ai profité du fait que tu touchais pas une bille en informatique pour faire semblant de trafiquer l'ordi et le téléphone portable, juste histoire de t'impressionner pour mieux te tromper, c'est ça? Et que de cette façon, j'ai pu profiter de toi pour mettre la main sur l'essence, l'engrais, les cordes, mon seul objectif depuis le début, c'est ça? Hein, c'est ce que tu penses? Comme je n'avais qu'un pistolet, une garantie insuffisante pour survivre à ce jeu, j'avais besoin d'explosifs, c'est ça? Tu crois que j'allais t'annoncer comme par hasard l'annulation du projet bombardement de l'école juste avant de le mettre en œuvre? Comme je t'ai annoncé l'annulation du projet piratage informatique, c'est ça? Non mais réfléchis un peu! C'était quoi alors ce cordon qu'on a fait passer au-dessus de l'école?
Même qu'on en a vraiment chié pour l'installer. Tu crois que c'était histoire de monter un business de fournisseur d'accès au réseau de téléphone portable pendant que le téléphone est coupé? Ou alors est-ce que je suis le roi des pervers pour camoufler mes intentions démoniaques? Eh oh, tu te rappelles quand même que tu m'as raconté ta volonté de venger Izumi Kanai et que je t'ai promis de t'aider. Tu te rappelles que tu en as pleuré? Ou alors là aussi j'étais le roi des fourbes, c'est ça? Arrête ton délire, Yutaka. Reprends tes esprits et réfléchis 30 secondes. Parce que si tu commences à douter, alors oui, tu peux douter de tout, absolument de la moindre petite chose, tu peux douter. Mais si tu doutes de tout, il faudra que tu t'entoures de tellement de précautions que tu ne pourras bientôt plus bouger le petit doigt. Et ça, ce sera un tel gâchis, je te dis même pas. Et ce sera pas marrant. Enfin si, ce sera un peu plus marrant que ta plaisanterie, mais laissons tomber pour le moment. Tu crois pas que la fatigue t'a fait disjoncter là? Shinji avait développé tout ce raisonnement dans son esprit. S'il avait pu parler logiquement à Yutaka, celui-ci aurait sans mal abandonné tous ses doutes. Son ami ne pensait pas vraiment ce qu'il essayait de bafouiller, c'est évident. La fatigue y entrait pour beaucoup, sans doute. Par ailleurs, la mort violente de Keita Ijima, avec qui il s'était toujours très bien entendu, juste sous ses yeux, avait éveillé en lui une pensée latente et irrationnelle. Mais même un discours structuré ne suffirait peut-être pas à ramener son copain à la raison. Car ce doute absurde avait dû exister depuis le début dans l'inconscient de Yutaka, et la simple logique ne pourrait l'effacer. Malgré tout, Shinji ne doutait pas de la sincérité de Yutaka. Seule la déception devant sa propre incapacité à exprimer naturellement sa bonne foi gagnait en puissance. Ça tournait même au cafard pur. Un cafard à 12 cylindres à plat en opposition biturbo, cher monsieur. Avec ça, vous avez un cafard qui grimpe aux arbres. À ce prix-là, c'est donné. Je vous en mets combien? Shinji replaça le chien du Beretta en position basse et lança l'arme à Yutaka, qui malgré sa surprise, parvint à l'attraper à deux mains. Shinji se sentait vidé. Il s'accroupit, main posée sur les genoux. « Si tu ne me crois pas, vas-y, tire, Yutaka, je ne t'en voudrais pas. » Yutaka regarda Shinji les yeux écarquillés. « J'ai tiré sur Ijima, reprit Shinji sans lever les yeux, parce que je voulais assurer ta défense, tu comprends ?» Yutaka eut un instant de vertige, puis, presque en pleurant, courut vers Shinji. « Désolé Shinji, pardonne-moi, j'ai paniqué à cause de la mort d'Ijima. » Il commença à sangloter, la tête posée contre l'épaule de Shinji, qui gardait les yeux baissés, les deux mains sur les genoux. Lui-même se trouvait d'ailleurs au bord des larmes. Dans un autre coin de son cerveau, un Shinji différent de celui qu'il était tout à l'heure lui adressa la parole. De façon assez étrange, celui-ci avait la voix de son oncle. « Eh oh, c'est pas le moment de se disputer à découvert avec ton coéquipier, tu crois pas? Il me semble que tu oublies dans quel guêpier tu te trouves. D'ailleurs, regarde un peu ta montre, combien de temps il te reste ?» Malheureusement, neutralisé par la fatigue, ces longues heures de tension permanente et le choc de voir son meilleur ami douter de lui, la voix ne parvint pas jusqu'à sa conscience. « J'ai seulement voulu te protéger », se lamentait Shinji en silence. « Mais là, je suis déçu, tu m'as soupçonné de... Moi, j'ai toujours eu confiance en toi. » « Ah, oui, c'est vrai, Keita Ijima a peut-être éprouvé les mêmes sentiments, la confiance trahie par la personne même à qui on se fiait le plus. J'ai fait une boulette, je crois. » Alors que Shinji se trouvait en proie à différentes émotions, tristesse, regret, culpabilité, sentiment de vide et de l'inanité de toute chose, il perçut le bruit d'une vieille machine à écrire. Un instant plus tard, des tisonniers chauffés à blanc lui transpercèrent le corps, le traversant de part en part. La douleur l'électrisa. La tête posée sur son épaule glissa mollement, puis Yutaka s'affaissa en entier sur le sol. Plus loin, au fond du parking, Shinji aperçut une silhouette vêtue d'un uniforme à col droit. Le collégien inconnu portait un revolver, non, quelque chose de plus grand qu'un revolver. Une boîte rectangulaire, évoquant une sorte de boîte de gâteau 4 quarts. Shinji comprit alors qu'il venait d'être touché par des balles qui avaient traversé le corps de Yutaka avant de l'atteindre. Malgré la désagréable sensation de brûlure qui se propageait à travers son organisme, Shinji eut le réflexe de se jeter sur la gauche pour ramasser le Beretta qui avait échappé aux mains de Yutaka. Sa chute s'enchaîna avec un roulé-boulé, puis il se releva et braqua son arme sur la silhouette sombre qu'il reconnut enfin. Kazuo Kiriyama, garçon numéro 6. Shinji tira successivement plusieurs coups. Kazuo Kiriyama esquiva la rafale en se décalant souplement vers la droite. Le crépitement métallique emplit à nouveau la nuit, accompagné d'une sorte de feu d'artifice miniature qui semblait jaillir de ses mains.
La même douleur traversa à nouveau Shinji au côté droit, à l'épaule et au côté gauche de sa poitrine. Il lâcha le Beretta, mais cela ne l'empêcha pas de se mettre à courir en direction du bâtiment de la coopérative vers la lourde porte coulissante encore ouverte. Quand il plongea derrière la porte de fer, alors qu'il pensait avoir échappé aux balles qui miaulaient autour de lui, une douleur bien plus intense que les précédentes apparut à la pointe de son pied droit. Cette fois, la souffrance éveilla un écho féroce dans son crâne. Mais il n'avait pas le temps de se reposer. Agrippant le bidon posé derrière la porte coulissante avec la main droite, il rampa en arrière en s'aidant uniquement de son bras et de sa jambe gauche. Dans les ténèbres, il se rapprocha des tracteurs et des moissonneuses entreposés dans le hangar de la coopérative. Un goût de sang lui emplit la bouche. Il avait peut-être encaissé une dizaine de balles. En jetant un coup d'œil à son pied droit, il se rendit compte que toute la pointe de sa basket avait disparu. La constatation ne manquait pas d'ironie car cette partie absente la faisait atrocement souffrir. « Je pourrais plus jamais jouer au basket, pensa-t-il, jamais plus. Et même dans le cas contraire, je serais plus jamais le joueur vedette. Fini le super défenseur génial. » Mais Shinji ne perdit pas de temps en réflexion stérile. Il s'inquiéta de Yutaka. Était-il encore vivant ? « Enfoiré de Kiriyama !» songea Shinji en serrant les dents pour retenir le sang qui s'écoulait au coin de ses lèvres. « Je t'accepte comme adversaire. Puisque tu crois pouvoir sortir de ce jeu en vainqueur, viens et poursuis-moi jusqu'au bout, espèce de sous-merde. Yutaka ne peut plus bouger, mais moi, tu ne m'as pas encore cloué au sol. Ne perds pas ton temps à donner le coup de grâce à Yutaka. Viens par ici, viens vers moi. Je suis là, connard. Viens me trouver, ordure !» Par-dessous le châssis d'un tracteur, Shinji aperçut une ombre qui se détachait dans l'ouverture de la porte, comme une réponse à son défi. Kiriyama n'oublia pas de se couvrir pour passer cet endroit sensible. Le crépitement du pistolet mitrailleur et son feu d'artifice miniature se prolongèrent par une cascade de verres brisés et de tôles qui résonnaient sous les impacts à l'intérieur du hangar à machines. La rafale s'interrompit. Le chargeur était sans doute épuisé. Mais il ne faisait pas de doute que Kiriyama ne mettrait pas longtemps à le remplacer. Shinji empoigna le premier objet que sa main rencontra sur le sol, un tournevis. Il le lança vers la gauche. Le tournevis cogna contre quelque chose, puis tomba sur le sol de béton avec un bruit sec. Shinji avait espéré que Kiriyama tirerait dans la direction du bruit, mais l'autre avait dû flairer le piège, car il tira en arrosant largement tout autour du point d'impact. Shinji rentra la tête dans les épaules, priant pour ne pas prendre une balle de plus. Puis le silence revint. Kiriyama restait invisible, mais sa présence à l'intérieur du hangar était palpable. « Bien, mon petit gars, » sourit Shinji, les dents serrées et les lèvres maculées de sang. « Je suis là. Viens par ici, ma poule. » Il souleva le bidon avec sa main droite et le posa sur son ventre. Puis il rampa à nouveau à reculons sur les fesses, manœuvrant du bras et de la jambe gauche, attentif à faire le moindre bruit possible. Ses épaules heurtèrent une masse métallique qu'il fut contraint de contourner. Kiriyama a dû entendre le bruit. Maintenant, il sait que je me trouve de ce côté-ci. De toute façon, je peux pas empêcher mon sang de marquer ma piste et il va rappliquer. Il comprit que Kiriyama était en train de vérifier chaque tracteur et chaque machine pour le débusquer. Il se rapprochait inexorablement. Shinji regarda autour de lui. De l'autre côté du bâtiment, il distingua vaguement l'espace du loft et l'escalier de fer qui y conduisait, dont la première marche se trouvait près de l'entrée. S'il avait été valide, il aurait pu bondir sur Kiriyama du haut de l'escalier dès que celui-ci pénétrait à l'intérieur, mais dans son état, c'était exclu. 4 chariots plats à roulettes qui devaient servir à transporter différents matériels s'alignaient contre le mur. Derrière eux se trouvait l'aile du bâtiment occupée par les bureaux. Une petite porte de sortie existait juste à côté. « Et cette porte est fermée à clé », se souvint Shinji. Je suis bien placé pour le savoir car c'est moi qui l'ai fermé et qui ai gardé la clé sur moi. Combien de secondes me faudra-t-il pour ouvrir cette serrure? Pas le temps de réfléchir. Shinji se traîna jusqu'à l'un des chariots et y posa le jerrycan sans faire de bruit. Il ouvrit le bouchon et installa sur le goulot le capuchon en plastique pendu au cordon de nylon. Puis, il sortit de sa poche le mécanisme de mise à feu prévu pour la bombe et malgré une nette diminution de dextérité, arracha le ruban adhésif appliqué sur le côté de la pile. Ainsi libéré, le second fil du détonateur se dressa en l'air. Il le connecta au circuit du condensateur en torsadant les deux bouts avant d'ôter le ruban isolant de la pile. Un léger bourdonnement d'insectes de plus en plus aigu lui confirma que le condensateur était bien en train de charger rapidement. Il arracha la pièce de plastique qui servait d'interrupteur et enfonça le détonateur ainsi connecté à l'intérieur du capuchon en plastique. Puis ferma celui-ci directement sur le goulot du jerrycan.
Il n'eut pas le temps de fixer le reste du dispositif électrique sur le jerrycan que déjà les pieds de Kiriyama apparaissaient dans son champ de vision. Il se contenta de le poser à plat au-dessus du jerrycan. Évidemment, cela signifiait renoncer à son dernier espoir d'évasion, mais Yutaka et lui-même étant tous deux blessés, il ne lui serait de toute façon plus possible de monter sur la montagne. Alors tant qu'à faire... Tiens mon cher Kiriyama, un joli petit cadeau de la part de Shinji Mimura. De toutes ses forces, Shinji projeta le chariot d'un coup de pied, sans prendre la peine de s'assurer qu'il se dirigeait bien vers Kiriyama à travers le bric-à-brac qui jonchait le sol de l'entrepôt. Il fit un bond et se rua sur la poignée de la petite porte. Il mit environ 0,2 de seconde à ouvrir la serrure. Il bondit à l'extérieur en prenant appui sur son pied blessé, ce qui lui permit de vérifier physiquement qu'une bonne partie de ses orteils avait été emportée. En sautant, il n'oublia pas de claquer la porte derrière lui. Dans son dos, les murs d'ardoise de la coopérative gonflèrent un instant comme un ballon. L'air calme de la nuit fut soudain déchiré par un vacarme d'enfer, beaucoup plus intense que l'explosion de la grenade de Kiriyama, interceptée par Shuya plus tôt dans la soirée et qui avait pourtant été assez forte pour assourdir ce dernier pendant plusieurs minutes. « J'ai les tympans définitivement foutus », se dit Shinji. Le souffle de l'explosion prolongea son saut, le projetant plus loin que prévu. Au cours de la réception, quelque peu approximative, son front racla la terre. Une pluie de gravats et de débris de machines agricoles s'abattit autour de lui. Malgré le danger de prendre un éclat dans la figure, il se retourna. À la place du mur de la coopérative, il vit la camionnette qui avait quitté ses cales, flotter dans le ciel nocturne à la façon d'un poisson dans un bassin, mais pas un poisson en bonne santé, car il avait le ventre en l'air. La bombe devait avoir explosé à proximité du véhicule, le projetant en l'air avec la force d'un gigantesque cric dans un jaillissement de confettis de verre, d'ardoise et de béton. Shinji était couvert de ces débris, mais par chance, il ne s'agissait que de retomber. Aucun éclat n'avait été projeté directement vers lui. La camionnette termina son petit voyage aérien en s'écrasant sur le flanc droit au milieu du parking. Elle rebondit une fois, changea de côté et finit par s'immobiliser sur le dos. Les ridelles de l'arrière étaient tordues, comme un torchon humide. La benne à moitié déchirée, tandis qu'une roue démunie d'un pneu tournait comme un moulin à vent. De la succursale de Kishima de la coopérative agricole de Takamatsu Nord ne restait plus qu'une vague structure de poutrelles métalliques au-dessus d'un nuage de fumée et de poussière. Un morceau de mur restait encore debout du côté nord qui se trouvait autrefois derrière le loft. Le loft proprement dit en revanche était devenu une aire pour pique-nique, pour peu que l'on ne craigne pas la poussière dans son œuf dur. La partie sud avait également perdu son toit. Dans la pénombre, Shinji distinguait les machines et outils agricoles qui y étaient entreposés, dispersés maintenant sur quelques dizaines de mètres, tels des jouets noircis culbutés par une main géante. Des flammes s'élevaient en plusieurs endroits. La petite porte par où il s'était échappé n'avait plus besoin de clé. Elle ne tenait plus que par la charnière du bas et semblait s'incliner dans sa direction. Il ne restait plus rien du bureau, hormis une moissonneuse batteuse qui avait eu du mal à rentrer dans le tiroir du meuble de rangement. Avec un peu de retard sur tout le reste à cause de la hauteur prodigieuse à laquelle il avait été projeté, un dernier objet retomba en sifflant, mais Shinji ne l'entendit pas, toujours assourdi par l'explosion. En se retournant pour contempler la carcasse du bâtiment, il aperçut le jerrycan déchiqueté, émergeant d'un amoncellement de débris et de gravats qui le recouvrait presque complètement. Il ne put retenir un cri de satisfaction. En fin de compte, sa bombe était parfaitement conçue. Une telle puissance aurait sans doute rasé l'école. Enfin, tout cela appartenait au passé. Pour le moment, il s'était débarrassé de son ennemi, échappant à une mort imminente. Et... « Yutaka !» appela-t-il en se redressant, un genou à terre. Mais quand il ouvrit la bouche, ce fut surtout un flot de sang qui s'en échappa. Il ressentit une douleur atroce dans le ventre. À vrai dire, le fait qu'il soit encore vivant tenait du miracle. S'aidant des deux mains, il se souleva et posa le talon de son pied blessé par terre. Puis, prenant appui sur sa jambe gauche, il réussit à se tenir tant bien que mal debout. Il essaya de voir au fond du parking, là où était resté Yutaka. Soudain, la porte de la camionnette renversée s'ouvrit. L'ouïe lui était sans doute partiellement revenu, car il entendit parfaitement un grincement lugubre qui accompagnait le mouvement. Il pensa un court instant que la charnière de la portière rendait l'âme, mais dut renoncer à cette explication en voyant Kiriyama sortir de la camionnette et sauter à terre d'un geste agile. Comme si rien ne s'était passé, il portait toujours à sa main droite sa boîte de 4 quarts. Ah. Shinji eut envie de rire. Peut-être même ses lèvres s'étirèrent un instant en un sourire. C'est pas vrai. Kiriyama avait déjà tiré. Cette fois-ci,
C'est en plein thorax que Shinji reçut une pluie drue de balles 9 mm Parabellum. Sous les impacts répétés, il recula en chancelant. Son dos heurta quelque chose. Il n'eut pas besoin de vérifier qu'il s'agissait probablement de la fourgonnette, garée depuis le début sur le parking de la coopérative. À vrai dire, elle n'était plus exactement à la même place. L'explosion l'avait projetée au loin, jusqu'à ce qu'elle entre en collision avec son poteau télégraphique, qui s'était incliné à 60 degrés sous le choc. Son pare-brise présentait une jolie fissure en toile d'araignée provoquée par les gravats. Les flammes qui montaient des ruines de la coopérative formaient une sorte de halo autour de la silhouette sombre de Kazuo Kiriyama, debout, immobile. Derrière lui, Shinji reconnut le corps de Yutaka, couché sur le ventre et à moitié enseveli sous les décombres. À ses côtés, Keita Ejima, sur le dos, avait le visage tourné vers Shinji. Kiriyama. Merde alors. Je crois que tu m'as battu finalement. Yutaka. Désolé. J'ai eu un instant d'inattention. Mon oncle. J'ai pas vraiment été top ce coup-là, pas vrai? Kumi. Petite sœur. Ça doit faire du bien d'être amoureux. Je te souhaite une belle romance. Comme tu les aimes. Malheureusement pour ton frangin, ça va pas être possible. Ikumi. L'ingramme de Kiriyama cracha à nouveau sa pétarade de feu. Les pensées de Shinji s'arrêtèrent là, car plusieurs balles venaient de traverser son système nerveux central. Autour de son crâne, le pare-brise déjà lézardé vola en miettes. Quelques parcelles de verre vinrent saupoudrer le corps de Shinji, déjà couvert de poussière. Puis il s'affaissa lentement en avant, comme s'il tombait dans du coton. Un morceau de béton craqua avec un bruit sec et sauta en l'air comme un ressort. Il avait fallu moins de 30 secondes à toutes les parties de son corps pour mourir, sauf le cerveau. La boucle d'oreille, qui avait appartenu à son oncle vénéré, relique d'une femme aimée, rouge de sang, brillait d'une lumière cramoisie à la lueur des flammes. Ainsi mourut Shinji Mimura, alias le troisième homme. Reste 17.